Et donc nous allons étudier la deuxième partie de ce texte que j'intitule La fabrique d'un nom. Donc j'ai mis ici une illustration qui montre un peu ce à quoi ressemblait un, un salon littéraire de l'époque, et c'est donc euh, pour vous montrer un petit peu le type d'endroit auquel prétend parvenir notre ami qui est donc le père du peintre. Il espère pouvoir entrer dans ces milieux-là, alors que, souvenez-vous, il vient d'un milieu, disons, plutôt populaire. Donc, cette deuxième partie, elle commence par avec aussi un nouveau nom. Il y a ici une reprise anaphorique de la préposition, ce qui montre que le narrateur euh, ajoute un nouveau membre donc de cette énumération. D'abord l'argent, il partit avec l'argent, et puis il partit avec un nouveau nom. Et ce nouveau nom, il nous en dit plus, il nous dit qu'il s'agit de la fausse particule qui était alors monnaie courante. Donc, l'adjectif ici dysphorique, fausse, jette le discrédit sur le personnage, et l'expression monnaie courante rappelle l'argent, hein, avec un effet presque comique, un petit rappel donc qui crée aussi une cohérence de ce passage. L'explication du narrateur par rapport donc à la fabrique de ce nom, il nous dit donc que c'était une politesse. Ce n'était pas vraiment une affectation, mais une politesse. Et il fait ensuite deux comparaisons qui portent sur l'apparence. Première comparaison, c'était donc comme se poudrer ou porter perruque quand les autres le font. Donc il compare cette particule, cette fausse particule, à la pratique du maquillage ou à la mode, aux effets de mode, et c'était comme une façon d'ôter son chapeau pour saluer. Donc, cette particule correspond à un usage social, en tout cas il la rapproche donc des usages sociaux. Et cette première explication, on pourrait avoir le sentiment qu'elle est assez neutre. Pourtant, le narrateur revient à la charge contre le père. Il se bricola donc un nouveau nom. Et il y a ici un prosaïsme évident du verbe qui est choisi, un prosaïsme donc dysphorique, dépréciatif, qui, encore une fois, accable un peu le père du peintre. Le narrateur poursuit. Hélas, nous savons bien que ce nom est dans le gouffre. Donc il commence cette nouvelle phrase par une interjection tragique. Hélas, il déplore donc, il semble déplorer, bien sûr, compte tenu de ce que l'on vient de dire, cette déploration n'est pas très sérieuse, et elle est même plutôt ironique. Ce nom est dans le gouffre, donc il est tombé dans l'oubli. François Corentin de la Marche, le fils de maçon qui se rêvait homme de lettres, est tombé dans l'oubli, et ce n'est pas son nom, ce nom qu'il s'était fabriqué, qui est évoqué sur le cartel du tableau fictif du Louvre. Toujours est-il que le narrateur revient à ce cartel, revient à ce tableau et revient au musée du Louvre, encore une fois, dans l'objectif de faire croire au lecteur que ce tableau existe bel et bien. Et d'ailleurs, la précision qu'on lit à peine et difficultueusement a quelque chose d'un effet de réel euh, qui a pour fonction de nous faire croire donc à la réalité de ce tableau. Si le tableau n'existait pas, pourquoi préciser, pourquoi rentrer dans ce genre de détails, c'est bien pour montrer que le tableau existe. Le simple, donc le nom qui figure sur le cartel, c'est le simple, la petite trace fonctionnelle sans fioriture, sans perruque, poudre, ni bas blanc. Encore une fois, là, vous voyez les effets de sonorité, de répétition de sonorité, qui viennent rythmer la prose de Michon. Ici, les attributs sociaux de l'aristocratie sont reconvoqués pour être évacués. Ils sont niés par des négations, par sans, par ni, etc.
François-Élie Corentin, c'est le nom qui figure sur le cartel. La particule a disparu et c'est un trait d'union qui l'a remplacé. Et il y a une espèce d'égalitarisme de ce nom, une espèce de fraternité derrière le trait d'union. C'est un nom de citoyen. Dans François Élie, vous avez donc François et Élie, vous avez donc les deux branches de la famille qui sont réunies. Et puis, cela nous permet de voir donc que le nom du père n'était pas en accord avec le mouvement de l'histoire, puisque le nom du père, c'était aller du côté donc de l'aristocratie, alors que le mouvement de l'histoire, c'est plutôt de supprimer l'aristocratie. Vous voyez, lui, il voulait changer de classe sociale, prendre l'ascenseur social, c'est un peu anachronique, mais c'est un petit peu ça, tandis que l'époque dans laquelle il a vécu voulait au contraire abolir l'aristocratie et supprimer cette société d'ordre. Oui, tout cela, l'argent, le nom, Paris, en pure perte. Il y a donc ici une énumération qui résume la vie du père, une fois qu'il a quitté Suzanne, et en montre la vanité, puisque cette énumération se conclut par « en pure perte ». Et on assiste à une allégorisation du propos. Dans la main du temps, François Corentin de la Marche était trop près d'un vieux maçon illettré. Et juste après, le talon du monde était levé juste au-dessus. Donc on a d'une part le temps, dont on aperçoit la main, et le monde, dont on aperçoit le talon. Donc on a ici deux allégories, une allégorie du temps et une allégorie du monde, qui sont en quelque sorte des figures du destin. Un destin qui n'a pas été favorable donc au père. La métaphore qui fait du père une taupe écrasée par l'allégorie du monde, elle rappelle d'une certaine manière ce sujet pictural qui a un très grand succès, de Saint-Michel terrassant le dragon, mais c'est comme une espèce, si vous voulez, de laïcisation de ce motif religieux, puisque cette fois c'est le monde, et non plus un archange, qui écrase une taupe, et non plus un dragon. Ce qui est surtout intéressant ici, c'est que la taupe, c'est le père. Hein. Donc ça, c'est une image qu'on avait déjà rencontrée, quelques pages avant, page 39 à la fin du premier paragraphe. L'écrase comme du talon, on écrase une taupe. Voilà, donc on avait déjà cette image-là, elle est reprise ici pour désigner le père, ce qui est particulièrement dégradant et ridicule. Il y a une image qui est assez violente, hein. La chaîne des générations était trop serrée et l'étrangla. Le père n'est pas du tout épargné par le discours du narrateur. Pour conclure cette deuxième partie, on peut dire qu'après avoir montré que son attitude par rapport à Suzanne était condamnable, dans le premier paragraphe, le narrateur n'épargne pas ici le père, dans cette deuxième partie. La fabrique d'un nom pour intégrer la société des salons a été vaine et échoue. Le narrateur ne fait preuve d'aucune empathie. Et cette deuxième partie répond un peu à la question « Pourquoi le père a-t-il échoué là où son fils a réussi ?» On l'a vu, il a échoué parce qu'il a fait le choix, il a fait un choix donc contraire au sens de l'histoire de la période dans laquelle il vivait.